Bonjour à tous et bienvenue à ce 11e point presse du ministère des Armées pour l'année 2023. Je commencerai par vous présenter les points clés de l'agenda de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, ainsi que ceux des agendas des deux secrétaires d'État, Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, et de Mme Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et du service national universel, auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale. Je ferai ensuite le point sur les actualités du ministère des Armées, avant de céder la parole au colonel David Schuster, officier référent robotique au sein de l'état-major de l'armée de terre. Il vous présentera la deuxième édition du challenge coopération homme-machine, autrement dit COOMA 2, dont je vous ai déjà parlé ici. Cette édition se déroulera sur le camp de Benne du 11 mai au 7 juin prochain. Enfin, le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, vous présentera le point de situation hebdomadaire sur les opérations militaires françaises. Je commence par l'agenda du ministre des Armées. Je l'évoquais en point de presse de la semaine dernière. Hier, mercredi 12 avril, M. Sébastien Lecornu accompagnait le président de la République au séminaire intergouvernemental franco-néerlandais à Amsterdam. Il s'entretient ce jeudi 13 avril après-midi avec M. Sidiki Kaba, qui est son homologue ministre de la Défense du Sénégal, et cet entretien aura lieu à l'hôtel de Brienne. Il est également auditionné ce jeudi à 15h30 par la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de programmation militaire pour les années 2024-2030. Enfin, le ministre des Armées se rendra vendredi 14 avril demain sur la base aérienne 105 d'Évreux, dans l'Eure, où il s'exprimera notamment sur l'impact de l'effort en faveur de la défense au cours de la prochaine loi de programmation militaire. Je passe maintenant l'agenda de Patricia Miralles. Hier, mercredi 12 avril, la secrétaire d'État était à l'hôtel de Brienne à l'occasion de la remise des prix de la 3e édition des Galons de la BD, et j'y reviendrai dans les actualités. Ce matin, jeudi 13 avril, Mme Patricia Miralles est en déplacement dans l'Hérault pour participer au congrès de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, dans la commune de Vias. Samedi 15 avril, elle inaugurera une stèle en hommage aux morts pour la France en Indochine dans la commune de Valras-Plage. Enfin, je termine avec l'agenda de Mme Sarah El Haïry, qui se rendra ce jeudi 13 avril en fin de journée à l'Arc de Triomphe pour la cérémonie de ravivage de la flamme avec des élèves du collège Antoine de Saint-Exupéry de Rosny-sous-Bois. Voilà pour les agendas. Je passe maintenant aux actualités du ministère et je commence par la remise des prix des Galons de la bande dessinée. Les Galons de la BD sont un prix qui a été créé en 2021 par le ministère des Armées. Il vise à récompenser des ouvrages de bande dessinée consacrés aux faits militaires, quel que soit leur angle. Cette année, 3 lauréats ont été désignés parmi les 20 bandes dessinées finalistes retenues en janvier dernier. Le Grand Prix a été attribué à Nicolas Juncker pour son scénario et François Bouc pour le dessin, pour l'œuvre Un général des généraux. Parue aux éditions Le Lombard en février 2022, cette œuvre exceptionnelle d'humour revisite les événements de mai 1958, tant à Alger qu'à Paris. Le prix Histoire, lui, a été attribué à Marcelino Truong pour 40 hommes, 12 fusils, paru aux éditions de Noël Graphique en octobre 2022. Cet ouvrage retrace d'un point de vue très personnel la guerre d'Indochine. Enfin, le prix Jeunesse a quant à lui été attribué à Arnaud Delalande, Laurent Bidault et Joseph Wassman pour Après la rafle. Paru en janvier 2022, cet ouvrage revient sur le destin bouleversant de Joseph Wassman, l'un des derniers escapés de la rafle du Vel d'Hiver, échappé des camps à 9 ans. Je passe aux autres actualités du ministère avec le côté armée de terre, l'exercice Swift Response. Swift Response, ce sont 300 hommes et femmes de la 11e brigade parachutiste qui se rendront en Espagne du 7 au 19 mai prochain pour participer à cet exercice multinational Swift Response 2023. Dirigé par le commandement américain en Europe, CENTCOM, cet exercice est focalisé sur la capacité des forces alliées aéroportées à répondre rapidement et efficacement aux situations de crise. La participation de la 11e brigade parachutiste consiste en l'intégration d'éléments du 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine, du 17e régiment du génie parachutiste et du 35e régiment d'artillerie parachutiste. La composante aéroportée française sera intégrée à la Brigada Paracaidista de l'armée de terre espagnole. Cet entraînement s'inscrit dans un exercice plus global, Defender Europe. Il vise notamment à travailler l'interopérabilité avec nos partenaires et les savoir-faire propres aux unités parachutistes. Concernant l'armée de terre toujours, la Task Force Simplification de l'armée de terre a donc organisé un concours intitulé Trophée Simplification et Responsabilisation. Ce trophée est ouvert au personnel civil et militaire servant dans l'armée de terre
et il a été lancé pour la première fois en 2021. Ce concours a pour but de mettre en valeur la démarche innovante de régiments, de militaires et d'agents civils de l'armée de terre, à l'origine de projets de simplification et ou de responsabilisation. L'objectif de ce prix est d'encourager et de valoriser les propositions, les bonnes pratiques, les nouvelles méthodes qui peuvent simplifier la vie des unités au quotidien ou les responsabiliser davantage avec un objectif majeur, celui de regagner du temps pour le consacrer utilement à la préparation opérationnelle. Sur 26 projets reçus, 2 ont été primés ce mercredi 12 avril. Le premier est celui du 1er régiment de hussards parachutistes pour la simplification de l'instruction sur le missile anti-char moyenne portée. Le deuxième est celui du 40e régiment de transmission pour la dématérialisation du dossier OPEX. Le dossier OPEX est le dossier constitué pour tous les départs en opération. Ce projet contribue à faire gagner du temps sur la préparation avant projection et notamment sa préparation administrative. Ce concours sur la simplification de l'armée de terre s'inscrit dans la perspective des prochaines assises ministérielles de la simplification qui se dérouleront le 16 mai prochain à Ballard et dont nous reparlerons le moment venu. Côté marine, je vais commencer par parler de la frégate multimission à capacité de défense aérienne renforcée, la Lorraine. Cette 8e et dernière frégate multimission de la marine a appareillé de Toulon le samedi 8 avril pour mener un déploiement de longue durée destiné à vérifier les caractéristiques militaires du bâtiment préalablement à son admission au service actif. La frégate sera déployée en Méditerranée, en océan Indien et dans le Pacifique. Le Pacifique sera le centre de gravité de sa mission avant de retourner à son port-base. Ce déploiement permettra notamment d'évaluer les capacités des systèmes de combat de la Lorraine dans un environnement opérationnel exigeant. Il sera aussi l'occasion de mener des activités de coopération avec les partenaires et les marines riveraines de ces zones de déploiement, en particulier l'Inde, les États-Unis et le Japon. Ce déploiement contribue également au renforcement des liens multilatéraux de la France et au renforcement du principe cardinal de la liberté de navigation et du respect du droit international de la mer. Toujours au chapitre de la marine, je poursuis dans le domaine capacitaire en vous annonçant la réception par la Direction générale de l'armement du 2e hélicoptère H-160 de la flotte intérimaire de la Marine nationale. Cet hélicoptère a été réceptionné le 27 mars sur le site d'Airbus Helicopters à Marignane. C'est le deuxième des 6 appareils commandés en 2000 et 2021 par la DGA aux sociétés Airbus Helicopters, Babcock et Safran Helicopter Engines dans le cadre de la loi de programmation militaire en cours 2019-2025. Leur livraison, débutée en 2022, s'échelonneront jusqu'à fin 2023. Ces 6 hélicoptères sont affectés aux missions d'alerte de secours maritime. Ils prendront la relève des Caïmans Marine et Panthère, permettant ainsi leur réaffectation à bord de frégates pour remplir leur mission première d'hélicoptères de combat aéromaritime. Le retour d'expérience sur l'emploi de ces H-160 et leur système de soutien contribuera au développement de la version militaire de l'appareil. La version militaire de cet appareil, ce sera le H-160M Guépard du programme hélicoptère interarmé léger, également conduit par la DGA. Enfin, je vous signale un événement qui se tiendra ce samedi 15 avril à l'hôtel de Brienne, à l'hôtel des Invalides. La Fédération des associations de défense jeunes Atlas organise un salon carrière défense à destination des étudiants et des jeunes actifs. Cet événement, organisé par les étudiants, en partenariat avec le gouverneur militaire de Paris, la Garde nationale et le groupe d'assurance AGPM. Place maintenant à la robotique, mais avant de laisser parler le collège Schuster, y a-t-il des questions sur les agendas ou les actualités, en commençant par les questions en salle ? Bonjour, je voulais savoir à quelle heure avait lieu aujourd'hui l'audition de 15h30. 15h30. Okay, merci. Audition donc à la commission de défense, des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Y a-t-il une autre question en salle ? Y a-t-il une question en audio ? Bon, s'il n'y a pas de questions en audio, place maintenant à la robotique avec le focus thématique de cette semaine. L'armée de terre prépare donc la 2e édition de COOMA, c'est son challenge de coopération homme-machine, qui se déroulera, comme je l'ai dit, du 11 mai au 7 juin sur le camp de Benne dans les Yvelines. Cette 2e édition sera lancée mardi 10 mai à l'occasion de la journée robotique de l'armée de terre. COOMA a été lancé il y a 2 ans par le Battle Lab Terre,
Le Battle Lab Terre, je l'ai déjà dit, c'est l'entité phare de l'innovation ouverte pour l'armée de terre. Le challenge a pour ambition de fédérer les acteurs de la robotique autour d'un projet commun dédié à l'étude de la synergie entre les hommes et les machines. Cooma contribue également au concept Vulcain, dont je rappelle que son ambition est de produire une rupture opérationnelle sur le champ de bataille à l'horizon 2040. Et juste avant que le colonel Schuster ne prenne la parole, le colonel Schuster est donc l'officier référent robotique au sein de l'état-major de l'armée de terre, je vous invite à voir ou à revoir le journal de la défense de décembre 2022, consacré justement aux robots, et nous allons revoir son teaser. À quoi ressemblera le champ de bataille de demain ? La guerre sera-t-elle bientôt menée par des machines autonomes ? La robotisation des armées est en marche, mais jusqu'où ira-t-elle ? En France, la ligne de conduite est claire. L'humain est et restera aux commandes. Mais qu'en sera-t-il dans le camp adverse ? Robots, des nouveaux soldats, dans le journal de la défense, sur LCP et lcp.fr. Mon colonel, vous avez la parole. Mon général, mesdames et messieurs, je suis donc le colonel David Schuster. Je travaille à l'état-major de l'armée de terre, au bureau plan, et donc je suis en charge de tous les travaux de cohérence autour de la robotique terrestre. Je viens vous présenter ce matin le challenge Cooma 2 qui va se dérouler cette année. Dans un premier temps, je vais un peu vous contextualiser les différents travaux qui sont menés au sein de l'armée de terre sur la robotique pour vous expliquer pourquoi, comment on part du concept et des travaux actuels et comment on arrive jusqu'à cet exercice de mise en pratique très proche du terrain qui est Cooma 2. Alors, d'abord, la démarche Vulcain qu'on a lancée il y a maintenant 2 ans, vous avez à l'écran, alors je vais essayer d'être assez narratif pour les gens qui sont en audio. Actuellement, vous avez une roadmap qui est présentée sur l'écran, une roadmap qui explique comment l'armée de terre veut se robotiser. Parce que oui, l'armée de terre veut se robotiser. On a besoin de systèmes de plus en plus rapides, efficaces, puissants, qui doivent aider le soldat sur le champ de bataille. La question, c'est maintenant, pourquoi faire et comment le faire ? Donc vous avez déjà dans le teaser des choses qui ont été expliquées dans le comment, c'est-à-dire qu'on n'ira pas vers des systèmes qui sont totalement autonomes, on va aller vers des systèmes qui intègrent de l'autonomie et qui vont rester sous supervision humaine. Donc, pour atteindre cet objectif, on a créé en 2021 la section exploratoire robotique que vous pourrez voir le 10 mai sur le camp de Benne, puisqu'elle va participer à des restitutions d'évaluation auxquelles les gens invités pourront assister. Et cette section exploratoire robotique, eh bien, ce ne sont pas des spécialistes, ce sont des opérationnels qui ont l'habitude de se retrouver sur les champs de bataille et en opération, à qui on donne comme ça, un petit peu, pour être un peu iconoclaste, du jour au lendemain, un robot entre les mains, en disant est-ce que ce robot, est-ce qu'il vous aide? Est-ce que la manière de le commander vous intéresse? Est-ce qu'il est compatible du combat? Et donc cette section, c'est vraiment une section de test qu'on a montée il y a 2 ans et qui nous sert de point fixe, de référent pour tester tous les systèmes automatisés. Donc ça, on l'a construit et on a construit toute une démarche qui va avec, une démarche qui invite à la fois la DGA, l'AID, les industriels aussi, autour de cette section robotique pour échanger, travailler ensemble pour qu'on travaille bien notre besoin de robots. Ce projet, il a pour ambition dans la prochaine LPM de se traduire par des objets capacitaires. On est en cours de définition de ces objets. Mais il y a clairement une volonté très marquée de la part de l'état-major de l'armée de terre et accompagnée par la DGA d'aller dans cette voie-là. Ce sont des objets qui vont non pas entrer en concurrence avec le programme Scorpion ou Titan, ce sont des objets qui vont accompagner et qui vont venir augmenter les capacités de Scorpion et de Titan. Donc cette démarche, elle est aussi partagée avec nos alliés européens. On a beaucoup d'échanges avec l'armée italienne, avec l'armée anglaise, avec les Allemands, avec les Belges, dans cette démarche, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, toutes les armées européennes sont en train de chercher des capacités robotiques fortes de l'avancement des nouvelles technologies.
Donc, vous voyez à l'écran que le chemin passe par 2025. À partir de 2025, on ambitionne d'avoir des premières unités pilotes, c'est-à-dire on a identifié des solutions de systèmes automatisés que l'on va déployer dans certaines unités pour les mettre en situation, alors non pas opérationnelle, pas tout de suite sur un champ de bataille, mais vraiment en entraînement au jour le jour avec nos soldats pour voir la pertinence de ce genre de système. Et l'ambition, elle a été évoquée, c'est à partir de 2030 et 2040 de disposer véritablement d'unités opérationnelles qui travaillent en parfaite synergie avec ces nouveaux systèmes de combat. Alors c'est une démarche ambitieuse, il y a beaucoup de défis techniques, il y a des défis doctrinaux, il y a des défis éthiques aussi dans ce sujet. Vous voyez que le chemin est sinueux à l'écran, ce n'est pas une ligne droite qui avance facilement dans ce domaine parce que on a beaucoup de fantasmes autour de la robotique, on a beaucoup de fausses bonnes idées, on peut tout robotiser. Mais faut-il tout robotiser ? Aujourd'hui, on sait très bien que tout ne sera pas à robotiser. Et l'idée de la démarche Vulcain, c'est vraiment d'identifier les pistes les plus prometteuses d'un point de vue opérationnel. Du coup, on a un exercice appliqué annuel qui est COOMA. La première édition a eu lieu l'année dernière. La deuxième édition se tiendra à partir du 10 mai. Ensuite, ça s'étale sur à peu près un mois. Alors, COOMA, c'est quoi ? COOMA, coopération collaboration homme-machine. Donc, c'est véritablement une mise en situation opérationnelle. Des équipes se forment. Alors, ce ne sont pas que des militaires. Hein. Je vais dans les équipes pour vous les détailler un petit peu, pour que vous compreniez un peu la nature de COOMA. Vous avez 59 entités différentes qui participent, dont 41 entreprises, 8 écoles, 7 laboratoires, une association et quelques participants militaires. Donc, tous ces gens-là qui sont intéressés par la robotique, par la mise en situation opérationnelle de la robotique, se retrouvent autour du thème qui, cette année, va être « S'emparer d'eux ». C'est vraiment une mission militaire. J'ai un objectif, je dois m'en emparer. Et pour faire cette mission, je la réalise avec des systèmes automatisés. J'ai une équipe qui est dans un VAB de commandement, qui contrôle les systèmes automatisés, mais ce sont les objets qui intègrent de l'autonomie, qui sont sur le terrain, qui vont remplir la mission. Vous avez des drones, vous avez des véhicules terrestres. En gros, la porte est ouverte, toutes les options sont sur la table pour les équipes. C'est à qui présentera le système ou l'ensemble de systèmes le plus adapté pour remplir cette mission. COOMA, c'est aussi, bien sûr, vous le comprenez quand vous voyez un peu la typographie, la typologie des gens qui y participent. COOMA, c'est un lieu d'échange. C'est un lieu qui est ouvert où vous avez tous les praticiens de la robotique qui se retrouvent et où tout le monde progresse ensemble. Nous, les opérationnels, on se rend compte de certaines limites, on se rend compte de certaines fausses bonnes idées. Les industriels et les laboratoires ont une opportunité unique de mettre en situation leur système, ce qui ne peut pas se faire en temps normal de manière très facile. COOMA, c'est vraiment va permettre ça dans ce rendez-vous. Donc la journée sera organisée comme suit. Vous avez un premier temps qui est vraiment autour de ce qu'on appelle la journée de la robotique, c'est le début de l'après-midi. Là, on va expliquer où on en est dans la démarche Vulcain, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on ambitionne de faire à très court terme. On va parler de programmes capacitaires à venir dans la prochaine loi de programmation militaire. Et ensuite, il y aura une restitution en situation de cette fameuse section exploratoire robotique avec des systèmes qui ont été soigneusement choisis par le Battle Lab Terre pour illustrer les pistes qui nous intéressent et sur lesquelles on travaille. Ensuite, le CEMAT fera une allocution et à l'issue de ça, eh bien, tous les invités pourront se déplacer, voir les différentes équipes qui sont toutes réunies à cette occasion avec leurs différentes solutions pour ce challenge. Et vous pourrez échanger avec ces équipes, avec les militaires présents, avec les officiels, pour connaître un petit peu les orientations que l'on est en train de donner à l'armée de terre. Alors, en conclusion, c'est un véritable défi. Cette histoire de robotique, il y a des enjeux évidents, opérationnels derrière, parce que il y a des choses que les robots font beaucoup mieux que nous. Et en même temps, je coupe tout de suite les ailes du canard en disant il y a des choses que l'homme fera toujours beaucoup mieux que les robots. On a beau parler d'intelligence artificielle, d'autonomie, tout ça. On le dit en interne, la première victime de la guerre, c'est le plan. Il n'y a rien de plus planifié qu'un robot. Donc vous voyez que dans certains cas, les robots seront très utiles et dans d'autres cas, le soldat aura toujours sa place sur le champ de bataille.
l'idée, c'est de savoir comment les deux s'articulent et comment trouver la meilleure synergie entre à la fois le système automatisé et le combattant sur le champ de bataille. Voilà, j'en ai terminé. Je suis disponible pour vos questions. En salle, j'imagine d'abord. Oui, en salle. Bonjour, Pascal Samama, BFM Business. Plusieurs questions. Déjà, votre réflexion un peu plus... Je vous demanderai d'aller un peu plus loin sur votre réflexion sur l'IA, l'intelligence artificielle. Je comprends bien ce que vous voulez dire, mais des robots sans intelligence artificielle, ça reste des machines à laver, quoi. Il faut quand même un peu plus qu'une simple machine. Deuxième question, est-ce que vous pensez que les robots vont vous permettre de réduire les besoins humains dans les armées ? Il y a une forte réflexion. La nouvelle LPM est focalisée aussi sur le recrutement, les ressources humaines. Il y a un rapport qui sort qui dit que les armées ont du mal à recruter. Et enfin, vous parliez d'échanges avec les armées européennes. J'aimerais juste en savoir un peu plus sur le type d'échange. Merci. Très bien. Donc pour la première question concernant l'IA, aujourd'hui, vous avez deux types d'IA, de l'IA très haute et de l'IA plutôt basse. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle l'IA basse, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui s'occupe d'une fonction précise. Pour les robots terrestres, par exemple, ce qui nous intéresse en premier lieu et qui est un véritable défi technologique, c'est l'intelligence artificielle pour la mobilité terrestre. Alors vous allez me dire, ça se fait dans le civil, les voitures autonomes, oui. Il n'y a rien de plus structuré qu'une route avec un véhicule qui circule dessus. Il n'y a rien de plus déstructuré qu'un champ de bataille. Donc l'intelligence dont on va avoir besoin en premier, ça va être l'intelligence pour que nos machines ne soient pas en permanence télépilotées. Parce que là, on arrive à un effet inverse. C'est que si demain, chaque système a besoin d'un télépilote, je ne gagnerai certainement pas de RH, voire je vais en consommer plus sur le champ de bataille. Donc on essaie de trouver ce curseur sur l'IA, vraiment sur les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions non critiques, toute la mobilité, mais qui nécessite en permanence un opérateur à l'heure actuelle. Donc oui, il y a beaucoup de travaux sur l'IA, mais on conserve cette IA basse. Et une autre raison de rester dans ce périmètre-là, c'est qu'une IA haute va nécessiter beaucoup d'investissement. On arrive à des objets qui vont coûter très cher. Et quelque part, demain, le robot, il a vocation à se substituer à l'humain et de prendre les coûts à sa place. Donc on va éviter de mettre sur les champs de bataille des objets aussi à des prix démentiels, parce que de toute manière, sa vocation, ça sera de préserver la vie humaine. Donc voilà un peu le paradoxe. Vous avez raison, il faut de l'IA dans les robots. Et en fait, on veut l'IA du juste besoin pour faire ce qu'on attend du système automatisé déployé. Voilà un peu notre approche sur l'IA. Je vais faire un petit complément pour rappeler que dans le projet de loi de programmation militaire, on conserve une force opérationnelle terrestre à 77 000 hommes. Et donc, les effectifs qui seront remplacés ou complétés par des robots, mais pas seulement par des robots, on y reviendra dans quelques semaines, sont donc conservés pour être redéployés et donc continuer à avoir une armée de terre de plus en plus puissante. Et donc, je rebondis dessus sur cette deuxième question par rapport à l'impact RH. Aujourd'hui, les robots ne se substituent pas à des unités existantes. Les robots sont des capacités supplémentaires données à des unités qui existent. Donc nous, l'enjeu qui va arriver sur la prochaine LPM, c'est de voir arriver ces nouveaux objets et de réfléchir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'espèce de défi doctrinal et tactique de l'emploi de ces unités. Le dernier point sur les échanges avec les armées européennes. Aujourd'hui, on a beaucoup d'armées qui ont pris un peu on a tous ce même mode de fonctionnement de prendre des objets existants, de les mettre en test. On a l'émergence d'objets du civil, les drones, c'est un exemple parfait. Aujourd'hui, le drone du civil qui aujourd'hui est employé dans tous les champs de bataille comme jumelle déportée, par exemple. Eh bien aujourd'hui, le but c'est de s'approprier le plus vite ces objets et donc les armées européennes mettent en place des structures de tests, d'expérimentation. L'armée anglaise a un programme assez conséquent là-dessus, avec des moyens, une grande partie de certains moyens RH associés à ça. L'armée italienne a monté aussi sa propre démarche d'exploration robotique. L'armée belge, quand tout à l'heure je vous ai parlé de synergie avec le programme Scorpion, vu les échanges
échanges qu'on a avec l'armée belge, forcément, ça les intéresse aussi de regarder ce que nous, on fait en robotique complémentaire de Scorpion par rapport à ça. Donc, on en est tous à ce point de travaux avec nos sections expérimentales dans chaque armée et des programmes européens. Je pourrais citer IMUGS. IMUGS, c'était un programme européen qui visait le développement d'une plateforme modulaire terrestre. Donc, vous aviez une plateforme terrestre et chaque armée, chaque pays pouvait développer un module qu'on mettait dessus. Il n'était pas orienté combat, le premier programme IMUGS. Le deuxième programme européen qui arrive, c'est Combat UGS. Qui lui, on part sur la définition d'une plateforme. Par contre, cette plateforme va être armée. Donc, vous voyez que ces deux projets ont rencontré un fort écho au niveau de l'Europe et ont été retenus au niveau européen pour être financés. Voilà, monsieur. Merci. Bonjour Bogan Bonnard, Numérama. Je m'avance un peu peut-être sur la journée du 10 mai, mais on sait qu'il y a un plan de dronisation, si je peux dire, de l'armée en ce moment. Et est-ce que cette journée, c'est aussi l'occasion d'essayer des nouveaux drones qui sont déjà potentiellement en développement, parce que j'ai compris que les appels d'offres, notamment pour des drones suicides, ont été acceptés, et peut-être d'autres drones qu'on pourrait voir à l'occasion ? Alors, je reviens d'abord sur l'affaire de cette dénomination impropre de drone suicide ou de drone kamikaze. Ça a fait l'objet de 2 mentions dans les journaux télévisés de France 2 et TF1 il y a quelques semaines, samedi et dimanche il y a 2 semaines. Je vous invite à vous reporter, parce que les définitions sont très exactement faites, mais le Collège d'Histoire va certainement revenir dessus, au Journal de la Défense, donc sur LCP, où tout ceci est très clairement établi. Oui, alors le terme qu'on emploie, nous, c'est les munitions téléopérées, qui en fait... la compréhension est bien incluse dedans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de drone kamikaze ou drone suicide, on pourrait imaginer qu'un drone fait de l'acquisition de cibles de manière autonome et vient traiter une cible. Et en fait, là, on a franchi la fameuse ligne rouge qu'on s'est fixée. L'acquisition de cibles et l'action cinétique sera toujours sous supervision humaine. Donc, nous, on parle de munitions téléopérées parce qu'on aura toujours un opérateur qui travaillera sur ce genre de système. On a un plan de dronisation. Alors, le projet Vulcain, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure, ça doit permettre la convergence du monde des drones et du monde de la robotique terrestre. Il y a un décalage. Et tout à l'heure, j'ai évoqué le défi de la mobilité terrestre, qui est un vrai défi. C'est très compliqué. C'est un défi qu'on ne trouve pas dans le monde aérien, parce que le milieu aérien, il est beaucoup plus permissif, facile d'évolution, contrairement au milieu terrestre, qui est beaucoup plus rugueux et déstructuré. Donc, le monde des drones a progressé très vite, et la robotique terrestre continue à travailler cette mobilité. Vulcain, c'est vraiment la réflexion des deux. Donc oui, pour le 10 mai, vous verrez des nouveaux types de drones. On ambitionne de présenter aussi des munitions téléopérées sous l'angle de leur emploi tactique par la section exploratoire robotique. Parce que c'est un objet du combat actuel. Il y a quelque chose qui est important, parce qu'on en parle beaucoup des munitions téléopérées. L'armée de terre française, elle a un spectre de capacité très complet. Et donc, la question que nous, on se pose, c'est quelle est la place de ce genre d'objet dans ce spectre qui est déjà très complet, et cette complétude, elle va être préservée dans la prochaine LPM. Donc, des fois, vous avez des armées qui vont peut-être suremployer ce genre d'objets parce qu'ils n'ont pas la même complétude capacitaire ou ce segment n'est peut-être pas forcément aussi développé dans leur armée. Et la munition téléopérée va permettre de couvrir ce besoin. Nous, aujourd'hui, on a d'autres effecteurs. Donc, l'idée, c'est bien de comprendre comment les munitions téléopérées, les robots, les nouveaux types de drones peuvent venir dans l'écosystème. C'est pour ça que je vous ai parlé de comment ça marche avec Scorpion, comment ça a marché avec Titan, pour venir compléter l'équipement des armées françaises. Donc oui, pour terminer sur votre question, on ambitionne de montrer des nouveaux types de drones et à terme, cette trame drone capacitaire que vous avez évoquée, elle va se fusionner avec la robotique générale d'une manière générale. Voilà. Bonjour, mon colonel Franck-Alexandre RFI. Donc, vous évoquez cette doctrine française, supervision humaine. Qu'en est-il chez nos alliés ? Est-ce que la doctrine est la même ? Et chez nos compétiteurs, vous avez certainement comparé. Est-ce qu'eux s'engagent vers d'autres façons de combattre avec les robots qui seraient beaucoup plus autonomes ? Alors, je vais parler de la partie alliée puis de la partie compétiteur.
pour la partie alliée, les doctrines sont en cours d'écriture, parce qu'aujourd'hui, en particulier pour la robotique terrestre, vous avez peu d'unités opérationnelles qui peuvent dans le monde qui peuvent se targuer d'être entièrement robotisées. Donc les doctrines sont en cours d'élaboration. Ce qu'on constate, c'est que cette notion de supervision humaine est quand même partagée par une majorité de pays occidentaux sur ce genre de système. Ensuite, rentrer dans le détail de la finalité de l'objet et de la doctrine, aujourd'hui, on n'en est pas là encore. Donc, je ne peux pas vous garantir aujourd'hui que tous nos alliés partageront le même point de vue que la France. Pour nos compétiteurs, il y a des doctrines qui peuvent être différentes. Par exemple, nous, on a eu le rapport du comité d'éthique qui est sorti en 2021, qui a ouvert la porte aux robots armés, par exemple, en disant on peut avoir un robot armé, il peut intégrer de l'autonomie, mais il reste sous supervision humaine. On sait que dans d'autres pays, on peut avoir des SALA, donc des systèmes d'armes létaux complètement autonomes, qui peuvent être déployés sur le terrain. Donc oui, nos compétiteurs, à terme, déploieront des SALA sur le champ de bataille. Voilà, ça, on en est très conscient. Maintenant, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est... Je ne pense pas. On a toujours eu des divergences de doctrine avec certains de nos compétiteurs. On ne s'est pas aligné systématiquement parce que l'adversaire fait ça, on fait pareil. On a l'exemple un peu tarte à la crème, mais on a lutté pendant longtemps en contre-insurrection sur des gens qui ne respectaient pas le droit de la guerre. C'est pas pour ça que nous, on ne l'a pas respecté. Donc oui, les ennemis, nos adversaires, déploieront sans doute des SALA. Alors on a une approche. Quand vous avez une menace qui est diffuse, mortelle sur une zone et qui frappe indistinctement tout le monde, ça ressemble beaucoup à une pollution nucléaire, bactériologique. Donc aujourd'hui, nous, on réfléchit sur des zones qui sont contaminées par des SALA d'un point de vue tactique. Et en fait, on retrouve un peu, vous voyez, on arrive à faire des parallèles entre des procédés très, très connus, très anciens, et des procédés assez innovants, où on pourrait avoir des zones contaminées par des systèmes d'armes létaux autonomes. On pourrait compléter, peut-être, par exemple, on l'a vu avec les drones armés, on a mis du temps justement à les armer, parce qu'il y avait un vrai débat autour de ça. Est-ce que vous craignez pas d'avoir, pas une guerre de retard, mais un élément de retard et de voir que nos compétiteurs, justement, parce que je crois que les Russes avaient envisagé un régiment complètement autonome, enfin c'était sur le papier, mais est-ce qu'il n'y a pas cette crainte finalement de se dire, dans 20 ans, on sera peut-être en retard sur ça? Alors, oui, très sincèrement, je ne pense pas. Oui, les Russes envisagent et travaillent sans doute encore au déploiement d'unités robotisées. Ils ont déployé des Uran 9 robotisés. Il y avait beaucoup de téléopérations en Syrie. Alors, on a lu que c'était un échec. Moi, j'ai tendance à dire on apprend toujours plus de ces échecs que de ces réussites. Donc, je pense que les Russes continuent à travailler là-dessus, évidemment, avec en capitalisant du retour d'expérience sur l'emploi de ces engins. C'est le but de la démarche Vulcain, en fait, c'est-à-dire que de tester des choses. Ensuite, je reviens encore sur les délais, la guerre de retard. La guerre de retard, on peut aller très vite dans un domaine quand on n'a rien en termes de capacité dans ce domaine-là. On a beaucoup parlé des drones iraniens. C'est vrai, des drones iraniens, des drones turcs, oui, ces drones permettent d'acquérir des effets tactiques que nous, aujourd'hui, on a par d'autres moyens. Donc, et comme on les a par d'autres moyens, on n'a pas besoin de se ruer sur une grande capacité. Je reviens sur ce fameux équilibre système capacitaire complet. Donc, on réfléchit pour avoir le bon objet avec le bon effet dans le spectre des capacités. Aujourd'hui, on n'accumule pas du retard. Quand on voit ce qui se fait à côté, en termes notamment... Je reviens sur la robotique terrestre, mais cette mobilité terrestre, cette brique techno est très difficile à conquérir. La DGA travaille quand même. La DGA n'a pas attendu la démarche Vulcain pour se lancer dessus. Ça fait 10 ans que la DGA travaille quand même sur des robots. Aujourd'hui, on pense qu'on n'est plus très loin de déboucher parce que les technologies ont évolué depuis 10 ans. Mais si on remonte avant Scorpion à la bulle opérationnelle aéroterrestre, la DGA travaillait déjà sur de la robotique. Donc on capitalise sur tous ces travaux aujourd'hui. Donc on n'a pas de retard. J'ai une expression qui traduit très bien l'approche capacitaire de l'armée de terre. C'est que il faut pas rater le train et il faut pas se tromper de train. Voilà, on n'en prendra qu'un seul. Aujourd'hui, tous ces travaux-là servent à identifier le bon train dans lequel il faut monter aujourd'hui. Et on a commencé il y a 2 ans à embarquer dans ce train-là. Voilà.
Alors là, je fais encore un petit complément. Au-delà de la performance tactique qui peut être locale ou dans un temps donné, que le colonel Schuster l'a très bien dit, qu'on peut équilibrer par d'autres capacités. Il faut replacer ça dans une vision un peu plus globale de la guerre, avec les aspects immédiatement de réputationnel, d'acceptabilité par l'adversaire ou les populations de l'emploi de tel ou type d'armes, et puis, in fine, le droit international. Une dernière question en salle, peut-être? Des questions en audio? Bon, colonel, merci beaucoup pour vos exposés à la fois clairs et intéressants. Vous allez céder le pupitre au colonel Gaudière, porte-parole de l'état-major des armées, pour le point sur les opérations militaires françaises, point hebdomadaire. Merci, mon général. On va commencer ce point hebdomadaire par un film qui fait suite en fait au départ du détachement Rafale de police du ciel en Lituanie la semaine dernière, après plus d'un trimestre d'action au profit de l'OTAN. Et la présence aérienne continue dans la posture dissuasive et défensive de l'Alliance, notamment par des déploiements ponctuels et réguliers de chasseurs dans les pays du flanc est de l'OTAN, comme l'illustre ce film avec des 2000D en Roumanie. Action. We are very happy to have here this week allied jets from NATO participating in a flight activity together with the Romanian MiG-21 pilots and aircraft in order to demonstrate the capacity of the alliance to work together and to plan and organize and execute air operations. L'objectif principal, c'est de démontrer la présence française au sein de l'OTAN dans les pays alliés sur la frontière est de l'Europe. Les moyens qui sont engagés, c'est 2 Mirage 2000D. Nous sommes un détachement de 27 personnels, 2 équipages et une vingtaine de mécaniciens pour mettre en œuvre les avions. We are focusing mainly on mission regarding air policing activities and flights connected to this kind of mission, like tactical intercept, air combat training in a dissimilar scenario. In my point of view, demonstrated 3 things. First of all, rapid deployment demonstrated by the French Air Force pilots and associate maintainers and technicians in an aerodrome which are not very familiar with them. Là, c'est l'occasion de démontrer à nos alliés que nous sommes en mesure de faire exactement les mêmes choses chez eux et de travailler en interaction avec leurs moyens, leur terrain, et puis de mettre en œuvre tous les processus pour lesquels on s'entraîne régulièrement. For us, it's very important to demonstrate once again that we can integrate with the NATO allies to plan this kind of mission. We are very happy to have them here to plan exercises and to fight together. Alors, on va passer en mer, toujours dans le contexte de cette rassurance et de posture défensive et dissuasive de l'OTAN, avec la FREM, la frégate multimission Aquitaine, qui est déployée au sein de la force multinationale de l'OTAN en mer du Nord, la SNMG-1, Standing NATO Maritime Group 1, et qui a appareillé d'Oslo le 4 avril pour rejoindre le détroit du Skagerrak, donc entre la mer du Nord et la Manche. Elle a mené une patrouille au milieu des plateformes pétrolières, puis au large du Royaume-Uni, avant de rejoindre donc la Manche. En mer Baltique, des missions de surveillance et de reconnaissance avec un avion de surveillance maritime Atlantique 2, qui a réalisé le 6 avril une nouvelle mission de surveillance et de reconnaissance, donc sous le contrôle opérationnel de l'OTAN. Cette mission a été conduite au-dessus de la mer Baltique, mais pleinement intégrée aux mesures de réassurance globale de l'OTAN. Elle permet aussi à la France d'acquérir et de continuer à obtenir son appréciation autonome de la situation tactique dans cette région. Sur terre, en Estonie, avec le détachement Lynx, sur le camp de Tapa, la semaine a été rythmée par de nombreux exercices et entraînements visant à préparer les soldats du sous-groupement tactique interarmes, SGTIA, à la montée en puissance dans l'Enhanced Forward Battle Group, EFP Battle Group. Par ailleurs, les 7 et 10 avril, le SGTIA a joué une prise d'alerte VCT, Vanguard Combat Team, dans le cadre du plan de défense de l'Estonie.
L'entraînement s'est déroulé en 2 parties, mettant ainsi d'abord uniquement le SGTIA en alerte, puis l'ensemble du battle group. Dans le cas d'une alerte réelle, les unités ont moins de 6 heures pour être projetées vers leur zone d'opération. Et ces 2 exercices ont donc permis de démontrer la crédibilité du SGTIA français au sein du battle group et puis du battle group déployé en Estonie. Toujours sur le flanc est, et on revient dans l'air avec des missions aériennes, cette fois-ci qui décollent de France, dans le cadre de ce qu'on appelle le air shielding, avec le 7 avril, 2 rafales de la base aérienne de Saint-Dizier qui ont été déployées et donc décollées de France pour conduire une mission de patrouille aérienne dans l'espace aérien roumain. Lors de cette mission, ils ont ravitaillé sur un avion ravitailleur A330 MRTT Phoenix et toujours le même jour, un avion de détection et de contrôle E3F, donc l'AWACS français, a effectué une mission de détection et de contrôle dans le ciel roumain. Sur le camp de Cincu, en Roumanie, donc dans le cadre de la mission Aigle, le 4 avril, les sapeurs du génie néerlandais ont conduit une séance de tir d'explosifs. Cette dernière a permis de présenter à leurs homologues français leur matériel, les procédures, ainsi que différents emplois des explosifs au combat. En outre, le 6 avril, sur le camp militaire de Cincu, la compagnie d'infanterie du bataillon multinational s'est entraînée avec une section des forces spéciales roumaines et ensemble, ils ont éprouvé leurs compétences en zone urbaine face à une force adverse déterminée. Et je rappelle que la France est nation cadre du bataillon déployé en Roumanie, le bataillon donc allié de l'OTAN. En mer Noire, depuis le 27 mars, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 a été déployé en Roumanie sur la base de Constanta pendant 2 semaines. Et ce détachement a tout d'abord participé, on l'avait évoqué ici, à l'exercice Sea Shield multinational organisé par les forces armées roumaines aux côtés des alliés de l'OTAN. Dans ce cadre, ils ont participé à la phase mer de l'exercice qui consistait à s'entraider dans le domaine de la lutte anti-sous-marine. En outre, les vols effectués dans le cadre de cet exercice ont permis de développer l'interopérabilité avec les alliés américains, bulgares, roumains et turcs. L'Atlantique 2 a également effectué plusieurs vols de recherche de mines anti-navires dérivantes dans les eaux territoriales bulgares et roumaines, sous le contrôle opérationnel de l'OTAN. Pour finir, durant ces 2 semaines de déploiement, l'ATL2 aura effectué près d'une dizaine de vols. En mer Adriatique, le chasseur de mines tripartite, le CMT Lyre, a appareillé de Toulon le 13 mars pour une mission de plusieurs semaines. Après 10 jours d'intégration au sein du SNMCMG2, je vous fais grâce de l'explicitation de l'acronyme, c'est le groupe de l'OTAN de chasse aux mines en Méditerranée. Le chasseur de mines tripartite Lyre a profité et a poursuivi sa mission en Adriatique, où il a pu conduire des activités de coopération avec les marines croates et monténégrines. En Méditerranée orientale, surveillance maritime au profit de l'Alliance, toujours, avec la frégate multimission Provence, la FREM Provence, qui a coopéré à plusieurs reprises avec l'avion de patrouille maritime ATL2 déployé en Crète, et ce qui conclut un exercice de coopération opérationnelle d'envergure avec la Grèce. À l'issue d'un mouillage en baie d'Agios Andreas, la frégate a repris la mer pour poursuivre sa patrouille en mer Ionienne dans le cadre d'un exercice aéronaval de la marine italienne qui s'appelle Mare Aperto. Durant ce déploiement dans cette zone stratégique, la FREM Provence apporte aussi à la France un moyen d'appréciation autonome de situation et de coopération militaire avec les marines riveraines, tout en s'attachant à préserver la liberté de navigation en eau internationale et au respect du droit maritime. En outre, la FREM Languedoc, intégrée à la force multinationale permanente de l'OTAN, la SNMG2, poursuit ses patrouilles en Méditerranée orientale dans le cadre du renforcement toujours de cette posture défensive et dissuasive de l'OTAN. En Afrique, dans le cadre de l'opération Corimbe,
avec le PHM, le patrouilleur de haute mer, premier maître l'air de la Marine nationale, qui est engagé, eh bien, le 5 avril 2023, sous la direction du préfet maritime de l'Atlantique et du procureur de la République de Brest, le PHM premier maître l'air a procédé à la saisie de plus de 4,7 tonnes de cocaïne sur un cargo au large des côtes africaines, au nord de l'Équateur. Cette opération a été conduite en coopération avec la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et a été appuyée par le Falcon 50 de la Marine nationale, détaché à Dakar, au Sénégal. L'équipe de visite du PHM est intervenue dans la matinée sur un cargo battant pavillon chrétien avec l'accord de l'État du pavillon. Et ça se produit en application de l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre les trafics illicites de stupéfiants. Au Proche et Moyen-Orient, dans le cadre de l'opération Chamal, le 5 avril au matin, 2 rafales de la base aérienne projetée au Levant ont effectué une mission d'entraînement au combat aérien sous le contrôle opérationnel de Al-Indien, donc l'amiral commandant la zone maritime océan Indien. Au nord-ouest de Bagdad, les 2 rafales ont ainsi rejoint 2 F-16 irakiens dans le cadre de la coopération militaire entre les forces partenaires de l'opération Inherent Resolve, Operation OIR. Et les pilotes français et irakiens ont pu, au travers de cet entraînement commun, renforcer leur interopérabilité et ainsi la coopération bilatérale dans le domaine de la souveraineté aérienne entre la France et l'Irak. Sécurisation des voies maritimes par la frégate de type Lafayette, la FLF Courbet, qui est intégrée au sein de l'opération Agénor et qui a appareillé le 8 avril pour reprendre ses patrouilles en direction de Manama. En outre, du 2 au 8 avril, le détachement de plongeurs démineurs et un état-major tactique en provenance de Métropole de France du groupe de guerre des mines GGDM 23 ont participé à l'exercice interallié Artemis Trident à bord du HMS Cardigan Bay. Mêlant équipe de plongeurs démineurs, bâtiment de guerre des mines, cet exercice a l'occasion de développer les procédures conjointes avec les partenaires américains et britanniques, tant sur les plans techniques que doctrinaux. Et l'exercice a débuté avec l'embarquement des éléments français à bord du bâtiment anglais HMS Cardigan Bay. Donc. Dans le Pacifique, poursuite du déploiement opérationnel du groupe Jeanne d'Arc 2023, du 5 au 7 avril au nord du continent australien, le groupe Jeanne d'Arc a donc conduit plusieurs manœuvres avec des aéronefs de la Royal Australian Air Force et un patrouilleur de la Royal Australian Navy. Cet exercice de défense aérienne a impliqué notamment un avion de patrouille maritime P-8 et 2 chasseurs F-35 de la RAAF. À travers cet exercice, les militaires australiens et français ont échangé, là encore, leur savoir-faire et renforcé leurs connaissances mutuelles. 2 jours plus tard, en matinée, c'est le patrouilleur Cape Perron de la marine australienne qui a rallié la zone de navigation du porte-hélicoptère amphibie Dixmude au milieu du golfe de Torres. Ce dernier a joué le rôle d'un navire suspect dans le cadre de l'entraînement de l'équipe de visite à la conduite d'une enquête de pavillon et à la fouille d'un navire suspect. Et donc ceci illustre la volonté forte de coopération entre les marines françaises et australiennes et d'accroître leur interopérabilité. Elle témoigne également d'une volonté commune de contribuer à la stabilité régionale, au respect de la liberté de navigation et du droit de la mer en Indo-Pacifique. Alors, très bien. Pour les forces armées en Polynésie française, le 7 avril, après avoir réalisé les dernières reconnaissances d'atoll dans les îles Gambier, le patrouilleur Arago est rentré à son port d'attache à Papeete et il était déployé dans le cadre de la mission Pacific Aito pour sa contribution à la protection de la zone économique exclusive française, une mission prioritaire pour les FAPF, donc les forces armées de Polynésie française. En outre, dans le cadre de la mission Passion, la frégate de surveillance Germinal a franchi le canal de Panama avant de reprendre sa patrouille opérationnelle au large de la Colombie et de l'Équateur, contribuant à la sécurité régionale et en affirmant que la France est une nation riveraine et souveraine du Pacifique.
Pour finir, la frégate de surveillance prairiale est actuellement en escale en Corée du Sud et déployée dans la mer de Corée après une escale au Vietnam la semaine dernière et un passage dans le détroit de Taïwan. Ce déploiement permet de préserver les intérêts de la France, de renforcer ses partenariats et d'y affirmer son attachement au respect du droit international, notamment la liberté de navigation et la lutte contre la prolifération. C'est l'action qui va que la frégate de surveillance prairiale va mener, notamment dans le cadre de ECC, de la mission AITO, donc de ECC, l'Enforcement Coordination Cell, qui réunit 9 nations pour l'application et la vérification de la lutte contre la prolifération et l'application de mesures décidées par l'ONU. Je termine par la 4e phase de l'exercice interallié d'ampleur Orion, qui va commencer la semaine prochaine, du 19 avril au 5 mai. Se déroulera donc la phase ultime de cet exercice qui a débuté en février par la phase 2, qui avait été planifiée, je vous rappelle, dès 2021. Et donc la phase simulée qui va se dérouler à partir de la semaine prochaine oppose la force Orion à l'armée Mercure dans l'est de Harland, si vous vous reportez au scénario que nous vous avions déjà exposé. Là, c'est vraiment une phase qui met en œuvre une force imposante dans un cadre de haute intensité. Donc, la phase 2 qui avait eu lieu entre février et mars était une entrée en premier multinational et interarmée dans un environnement contesté. Et maintenant, c'est vraiment de l'affrontement contre une force de nature symétrique. Dans cette coalition, agissant pour la protection d'Arland, la France tient le rôle de nation cadre. Et dans une première phase, les forces aériennes d'Orion doivent établir un rapport de force favorable, puis gagner une supériorité aérienne pour permettre, dans une seconde phase, aux forces terrestres d'agir pour porter des coups suffisants au corps de bataille ennemi et le forcer à se replier en pays Mercure. Tout ceci s'effectue dans un champ informationnel particulièrement stimulé et intense. C'est un champ informationnel qui sera là aussi simulé et hermétiquement séparé du monde réel. Pendant les 3 semaines d'exercice, la force Orion va ainsi être engagée dans une rude confrontation pour arrêter l'avancée des forces mercuriennes et lancer un mouvement de reconquête. O4, donc la phase 4 de l'exercice Orion, voit le déploiement inédit à ce niveau d'entraînement d'une force opérationnelle multinationale forte de près de 12 000 militaires, dont 1700 alliés de 14 nationalités différentes. Et la conduite de cet exercice majeur relève aussi plusieurs défis pour le soutien logistique et technique du fait de la combinaison d'exercices de PC avec simulation. Nous avons une division américaine, une brigade anglaise et une brigade française dont les états-majors sont bien présents, mais dont les effectifs déployés seront simulés, et d'exercices en grandeur réelle, des forces aériennes par exemple en capacité d'effectuer 50 sorties par jour, et des forces terrestres réellement déployées, dont la 2e brigade blindée, un groupement aéromobile, un groupement de soutien divisionnaire déployé, sans oublier une FREM, donc une frégate qui jouera à partir de la Bretagne, et un wargame d'état-major permettant de jouer dans la profondeur du champ de bataille. J'ai terminé pour ce rapide tour des opérations et ce lancement la semaine prochaine de la phase 4 de l'exercice Orion, et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. En audio peut-être ? J'ai une question qui n'est pas directement liée à ce que vous venez de dire, mon colonel, mais sur un plan beaucoup plus large, sur les RH. Il y a le projet de loi de règlement du budget 2022 qui est sorti ce matin. Il y a un article dans Les Échos qui évoque la perte de environ 1000 personnels au ministère des Armées contre environ 500 qui étaient prévus en recrutement en 2022. Est-ce que vous avez
une explication sur cette tendance et comment elle risque de s'accentuer dans les années qui vont venir en attendant la nouvelle LPM. Voilà. Alors les ressources humaines des armées, j'ai horreur de ce terme parce que l'homme n'est pas une ressource. Les ressources humaines des armées sont une ressource extrêmement volatile qui dépend notamment du marché de l'emploi, qui dépend du contexte international, qui dépend aussi des changements générationnels. Ce sujet, il est totalement pris en compte, hein, ce rapport en fait état. Il ne trace pas tout à fait les pistes sur lesquelles travaillent les directions des ressources humaines des armées. Je rappelle que ce sont les directions des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air et de l'espace d'une part, la direction du personnel militaire de la marine qui recrute le personnel. Il y a aussi l'effet des campagnes, puisque nous sommes dans une phase intercampagne de recrutement, et donc les DRH et la DPMM sont en train d'y réfléchir, et nous reviendrons vers vous pour vous donner des perspectives pour l'avenir. Nous y sommes extrêmement attentifs, mais nous ne sommes pas encore inquiets. Y a-t-il une question pour le colonel Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, en audio, s'il n'y en a pas en salle? Oui, moi j'aurais une petite précision à vous demander. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Donc Eric Bigala, Radio France. Sur Orion 4, est-ce qu'il y aura un Media Day organisé où on peut éventuellement cherry pick, comme on dit en anglais, certaines des phases? J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes qui vont se passer à Mourmelon, à Mailly, à Suivre, etc. Comment ça va se passer pour nous? Qu'est-ce qu'on peut couvrir? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok. Il y a plusieurs fenêtres qui sont ouvertes pour ceci, Monsieur Biegala, et on vous enverra le contact. Alors pour l'exercice Orion, se rapprocher de la cellule communication d'état-major des armées. On n'a pas dit tout à l'heure, mais pour la journée robotique de l'armée de terre, se rapprocher du CIRPATER. Une autre question en audio? Merci mon colonel, merci à tous et bonne fin de journée.